Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Ce matin, nous sommes très heureux de recevoir l'une des voix les plus libres de la littérature française, Hélène Cixous. Bonjour. Bonjour. Alors pour vous présenter, je pourrais dire que vous êtes écrivaine, essayiste, intellectuelle, dramaturge, universitaire. Vous êtes l'auteur de plus de 30 fictions, 15 essais, une foison de pièces de théâtre. Vous avez été de tous les combats, Hélène Cixous, du droit des femmes à la lutte contre la guerre d'Algérie, en passant par la mobilisation pour l'université pour tous. Votre regard est particulièrement important par les temps étranges, obscurs que nous traversons. Vous publiez Ruines bien rangées, un récit dont nous allons reparler. C'est chez Gallimard. Et puis Lettres de fuite, le recueil de vos séminaires, toujours aux éditions Gallimard. Mais d'abord, Hélène Cixous, j'aimerais votre sentiment sur ce temps étrange. D'abord, je pense que ce qui nous atteint avec ce que vous appelez ce temps, et vous avez raison, c'est une sorte de temps, c'est qu'il est universel, c'est que on ne peut pas échapper, on ne peut pas refouler, voilà, on ne peut pas changer de continent, il nous attend, ce temps, absolument partout. Et il est malade. Il est malade, comme Shakespeare nous disait que le pays de Danemark était malade. Il est malade, et il est malade de nombreuses maladies. C'est donc une épreuve pour l'humanité immense et qui oblige absolument, qui enjoint à chacun, comme tout le monde, de réviser son rapport à la vie et à la mort, et à l'autre. La présence de l'autre, le fait que quand on veut se préserver, il faut préserver l'autre, que c'est pas l'un sans l'autre, c'est évidemment quelque chose qui s'impose, mais qui doit s'imposer, qui n'est pas accepté si facilement par une grande partie des êtres et des peuples qui sont atteints par cet événement colossal. Comment traversez-vous cette époque, Hélène Cixous? Comment la vivez-vous? Là aussi, je dis toujours maintenant, j'ai l'impression que je vis avec une personne qui s'appelle comme tout le monde. C'est-à-dire que chaque fois que moi j'élabore quelque chose, cette personne me dit « ben oui, c'est comme tout le monde ». Ça, c'est très bon aussi, c'est très démocratique. Je pense que, évidemment, du fond de moi arrive toute espèce de secours qui proviennent de mes enfances. Parce que des périodes violentes et dangereuses et inquiétantes, j'en ai vécu. Plusieurs guerres, et très directement ou presque immédiatement par le fait que, par exemple, je suis la fille d'une famille du côté de ma mère, juive allemande, qui a été décimée, mais qui a réussi aussi à surmonter, à traverser. J'ai été ébranlée par un tremblement de temps extrêmement fort. Très souvent, je suis triste, par exemple, lorsque ce qui nous a tous atteints avec la mort de notre... en fait, c'est devenu notre enfant et nous-mêmes, Samuel. J'ai éprouvé une sorte de tristesse, mais qui était une tristesse de reconnaissance d'une situation que je connais bien, puisque je suis enseignante, mes enfants sont enseignants, je suis dans une famille d'enseignants, et donc la question justement de ce que représente l'enseignement, de sa noblesse et de sa déchéance, elle est avec nous tous les jours, et sa déchéance à cause justement de l'insuffisance ou du mépris ou de l'imbécilité politique. Là-dessus, évidemment, je me relève, comme l'ont fait mes prédécesseurs, ma mère, qui a toujours relevé le défi. Et je me dis, bon, alors maintenant, donc, il faut trouver les bonnes réponses, les bons instruments, les outils, les armes pacifiques, et il doit y en avoir. Et moi, je sais très bien que je suis privilégiée, parce que j'ai des gens que j'aime, auxquels je tiens, qui sont vivants, et j'ai l'écriture qui a une toute-puissance extraordinaire qui dépasse absolument la personne pour prendre garde aussi à l'humanité en général.
Comment lutter contre l'islamisme? Vous dites, j'ai des personnes que j'aime qui sont vivantes, vous avez vos morts aussi, vous en parlez dans Eh Ruines. ben, elles font partie de ça, justement. Ce sont des personnes vivantes. Voilà. Lutter contre l'islamisme, ça c'est une affaire politique. J'aime pas répondre à cette question-là parce que je ne lutte pas contre l'islamisme. Je lutte, si je peux dire, avec ce que je fais depuis toujours, depuis de ma plus petite enfance, contre la pulsion de mort qui est tellement active et on cherche toujours à la refouler, à la dénier, mais elle est toujours là, contre le fond, comme ça, le puits de haine qui bouillonne dans presque tous les individus, et contre la bêtise infinie. Et c'est évident que... Alors, en plus, c'est vrai que je suis héritière. Alors, je suis héritière du métier de mes parents. Mon père était médecin. Ma mère était sage-femme. Elle a mis au monde des milliers de petits Algériens. Et donc, je pense que toutes les actions, j'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là, toutes les actions de ma famille ont été des actions de réponse et d'entretien aux valeurs d'amour de la vie, de joie de la vie. Mais alors, C'est pas des gens joyeux, hein, les islamistes. non, on peut même dire d'ailleurs qu'ils détestent le rire. Alors, la question du rire, elle est principale. En fait, en littérature, par exemple, je dois dire que je jouis beaucoup de la réserve d'humour, de comique qu'il y a partout, y compris et surtout dans le tragique. Chez qui, par exemple? Parce que, alors, pour le dire aux auditeurs, vous appréciez énormément Proust, Joyce, par exemple, Shakespeare, vous l'avez dit, Hélène Sixou. En fait, j'aime principalement, si on peut dire, alors plutôt que Joyce, à qui je rends hommage, parce que Joyce, en fait, c'est un maître en art, dans l'art de la littérature, dans la découverte. C'est un Picasso, si vous voulez. C'est quelqu'un qui... enfin, je le mets au-delà hein, de Picasso, mais c'est vous dire. C'est quand même quelqu'un qui a réussi à transformer toute la technique, tous les procédés de l'écriture, après 2000 ans d'une écriture qui quand même se reconnaît. C'est lui, il a vraiment tout pulvérisé, et en cela, on lui doit infiniment. Même si on le lit, maintenant personne ne le lit, mais bon. Mais c'est pas mon maître du tout, parce que il a... Quoique, justement, son humour, parce qu'il est très drôle, c'est extrêmement drôle toujours ce qu'il écrit. D'ailleurs, il écrit en riant, toujours. Mais je pense, pour moi, en tout cas, ce qui fait que j'ai besoin de plus et d'autrement, c'est que c'est un immense peintre, mais je ne peux pas dire que ce soit un philosophe. Voilà. Il dit des choses très simples, finalement. Bon. Donc ceux qui m'accompagnent depuis toujours, et ça, je leur dois infiniment, parce qu'ils sont toujours là. C'est des amis, c'est ma parenté sublime et concrète. Alors, je ne peux pas... J'ai jamais vécu sans Shakespeare. Il se trouve que voilà, j'ai eu la chance de lire Shakespeare très tôt. Ni sans Montaigne, qui est son contemporain, son autre. Ni sans Stendhal, qui est venu après et qui me fait toujours mourir de rire. Qui écrit tout le temps en se jouant de tout, en déjouant, et en particulier, justement, y compris dans les textes les plus tragiques, soit les textes les moins tragiques et les plus tragiques. Mais il y a, alors là, mon héritage primitif, c'est-à-dire les Grecs, qui en fait parlent pour nous tous, mondialement, et donc ils rejoindraient à ce moment-là, dans leur importance pour nous, aussi les grands asiatiques, le Mahabharata, etc., et puis les Bibles. Je dis les Bibles parce que je préfère ouvrir et puis montrer aussi sa suite, ses suites. La Bible, c'est l'arrière-grand-mère et en même temps l'amie d'absolument toutes les littératures. Vous avez eu une éducation religieuse, vous avez été élevée dans le judaïsme, Hélène Sixou? Eh bien, écoutez, alors là, c'est une très bonne question et je suis obligée de répondre de manière un peu compliquée, un peu divisée. Non, si je peux dire, parce qu'il se trouve que mes parents étaient athées sans être militants. Ils l'étaient
par expérience, si je peux dire presque moralement, pour avoir vécu ce qu'ils avaient déjà vécu. Et oui, là où il n'a jamais été question dans mes familles, aussi bien celle de mon père, du côté Algérie, que celle de ma mère, du côté Europe, Allemagne, Autriche, il n'a jamais été question, par exemple, de sortir d'un judaïsme, d'abord parce qu'on n'était pas dedans. Mais il y avait une telle responsabilité, un tel devoir de protéger depuis des millénaires jusqu'à encore des millénaires un univers riche et comme on le sait, incroyablement maltraité et désigné aux haines aveugles, que jamais il ne me serait venu à l'esprit de m'éloigner Par contre, du point de vue religieux, par exemple, dans mon enfance, on n'a jamais été à la synagogue. Les fêtes étaient, et ça c'est une chose que je chéris, on les fêtait chez nous et pas du tout de manière juive. C'était ma grand-mère allemande qui les gérait. Mon père étant vraiment un laïc militant, vraiment. Et ma grand-mère allemande qui nous donnait le côté féerique des choses. Parce que c'était très, très belles fêtes, toujours. Et des fêtes toujours de la liberté, de la libération. De la libération. Bon, ça, c'est quand même une très bonne chose. Et joyeuse, et bon. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et jusqu'au jour où, quand je devais avoir déjà plus de 30 ans, j'ai été saisie d'une sorte de soupçon. Et je me suis retournée vers ma grand-mère allemande et je lui parlais allemand, on se parlait allemand. Et je lui ai dit, mais dis donc, est-ce que tu crois en Dieu, toi? Bon. Elle me dit, natürlich nicht. Je dis, quoi? Tu crois pas en Dieu? Mais qu'est-ce que tu as fait alors de toute notre enfance? Tu nous as raconté des histoires. Elle m'a dit, non, mais je respecte la croyance qu'avaient mes parents. Et donc, c'est pour eux que je fais ça. Mais j'y crois pas du tout. Il n'y a aucune raison. Voilà. Ça, c'était ma famille. Mais il y a quelque chose de très religieux ou qui confine au sacré dans votre récit Ruines bien rangées que vous publiez chez Gallimard. On se dit d'ailleurs, quand on reprend le trajet de votre famille, Hélène Cixous, alors du côté de votre père, il est né en Iran. Ah, non. C'est en tout cas ce que... C'est en tout cas ce que j'avais sur l'affiche. Ah, Oran. Oran, pardon. Mort à Alger en 48. Oui. Et le fait qu'il soit mort à Oran et qu'il soit dépositaire de cette culture juive algérienne qui était donc au contact des musulmans. Il se trouve que... Alors, oui. Il se trouve que ma famille, qui était une famille simple et très éclairée, c'était des gens... Mon grand-père, le père de mon père, a travaillé à 11 ans. C'était des gens qui sont allés in extremis, si je peux dire, à partir justement de la génération de mon père, sont allés à l'école. Encore que les filles, on les a sorties de l'école. Mais les fils, comme c'était le cas chez les Juifs qui se dirigeaient vers une intégration dans la France idéale, on les a mis à l'université. Mais il se trouve que c'était une famille qui n'a jamais été touchée, contaminée par les préjugés qui faisaient l'atmosphère de l'Algérie. Et donc, mon grand-père parlait l'arabe. Mon père avait une situation... il avait une double situation d'exclu, de paria, en tant que juif, puisqu'il est tombé sous les lois juives. Et donc, nous avons été exclus de la nationalité française. Et puis, il était en même temps, il s'est installé à Alger après la guerre, il s'est installé dans un quartier qui était un quartier arabe, et où on vivait vraiment, non pas mélangé, au contraire, c'était pas possible, malheureusement, mais côte à côte, avec une population avec laquelle mon père et ensuite ma mère ont toujours eu des relations d'affection, de solidarité. Mon père était traité de frère, parce que c'était le médecin, mais le médecin aussi de tout le monde, quoi. T'as un médecin comme il en existe en réalité quelques-uns, et en fiction.
Et justement, qu'est-ce que vous conservez? Alors, vous étiez jeune lorsqu'il a disparu, Hélène Cixous. Que conservez-vous de cette culture-là? Qu'est-ce qu'il y a en vous de ce moment si particulier sur le plan historique? De l'époque de l'Algérie, par exemple, ou bien oui, parce que ce que j'ai de l'Algérie, c'est l'expérience de la violence coloniale et de l'impérialisme qui m'a rendue absolument malade. Quand j'avais 3 ans, j'étais déjà moi, j'étais déjà ce que je suis aujourd'hui. J'ai pas changé. J'étais déjà folle de rage et de douleur en voyant ce que les humains faisaient aux autres. Et là, c'était une situation très compliquée parce que c'était les Français qui désignaient alors les peuples esclaves. Alors le peuple esclave, c'était le peuple algérien qu'on n'appelait pas algérien parce qu'on l'appelait les Arabes. Et puis, bien sûr, l'autre auquel j'appartenais, c'était les Juifs. Donc c'était un monde de racisme et d'expérience de violence et d'annihilation à quoi j'ai été initiée tout de suite. Mais alors, du coup, comment vous représentiez-vous le monde? Parce que c'était doublement compliqué pour vous, la France, les Juifs, de l'autre côté, les musulmans. Comment se passait Justement, je savais que c'était compliqué, que les causes n'étaient jamais simples ni pures. Par exemple, moi, mon rêve, c'était que les Algériens, qu'on n'appelait pas les Algériens, et moi, et quelques-uns qu'on appelait français, qui n'étaient pas français, qui étaient juifs, exclus, etc. Mon rêve, c'était qu'on se retrouve et qu'on s'aime, voilà, qu'on ait de l'amour, ce qui est le cas maintenant. Hein. Et je voyais bien que c'était pas possible parce qu'on était dans les malentendus, dans les divisions à l'infini, ce que la France vit en ce moment sans arriver à comprendre quoi que ce soit. Parce que les divisions internes, les complications, etc., qui font qu'on ne peut pas être dans une simplification binaire toujours. Il faut tout le temps articuler, tout le temps voir qu'on appartient à toujours plusieurs possibilités ou impossibilités. Tout ça, je l'ai vécu sur le vif et c'est tout. Je n'ai fait que suivre l'expérience que j'ai eue et je dois dire toujours, maintenant je dois toujours dire que la chance que j'ai eue, dont je me rends compte seulement après coup, c'est que dans la rage qui m'occupait et qui m'occupe toujours, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 3 ans, il y a toujours eu une part extraordinaire de joie. Parce qu'il se trouve, miraculeusement, que les miens, les tout proches, étaient des gens adorables, joyeux. Mon père et ma mère chantaient. Ils faisaient face à des événements atroces, puis c'était en plein quand même, dans les massacres, dans les déportations. Et donc, une fois, très récemment, on m'a posé la question, en fait, c'était Charlotte Casiraghi, parce qu'on m'a fait la grâce de me donner un prix à Monaco. Et elle m'a dit, et c'était quoi comment c'était votre enfance? Moi, je dis, j'étais très heureuse. Au milieu, au sein du malheur, au sein de la douleur, de l'indignation, des indignations, je savais qu'il y avait le paradis. Mais en même temps, je savais que ce paradis était très fragile. Et en effet, il n'a pas cessé d'être fragile, d'être bombardé, détruit pour revenir. Hélène Cixous, je vous propose de nous retrouver dans une vingtaine de minutes. Ruines bien rangées, c'est votre très beau récit qui est publié aux éditions Gallimard. On va évoquer vos autres combats. Combats par exemple pour le féminisme, vos amitiés avec Jacques Derrida et puis la manière dont vous concevez aujourd'hui votre rapport à l'écriture et aux langues. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invitée, la dramaturge et écrivaine Hélène Cixous, Ruines bien rangées, et votre livre, vous le publiez aux éditions Gallimard. Dans ce récit, on plonge dans les rues d'Osnabrück, une ville en Basse-Saxe en Allemagne, et grâce à la magie de l'écriture, Hélène Cixous, vous établissez des liens entre la persécution des sorcières, souvent sages-femmes comme Ève, votre mère, et la persécution des Juifs à laquelle cette dernière, alors qu'elle vivait à Osnabrück, a réussi à échapper. Pourquoi ce retour à Osnabrück? Ce retour à Osnabrück, en fait, je viens d'Osnabrück. D'une certaine manière,
j'ai reçu en garde, bon gré mal gré, ce lieu historique extrêmement riche en traces par le destin de ma famille, d'Osnabrück. Le destin qui a été très très largement marqué et déporté justement par le phénomène de l'élimination des Juifs. Mais si maintenant, disons que si Osnabrück revient, c'est pas moi qui reviens à Osnabrück, Osnabrück revient, elle est pleine de revenants, et elle revient en littérature parce que c'est une véritable métaphore, c'est un bijou, un trésor de toutes les archives, de toutes les mémoires, je dirais, de l'Occident. Donc ça peut évidemment se transporter partout. Alors c'est pas Venise, c'est pas Rome, et pourtant c'est le centre du monde. Il faut dire qu'elle est très ancienne, elle a été fondée au 8e siècle par Charlemagne, c'est-à-dire par Karl der Grosse, parce que là, tout de suite, nous entrons dans un univers qui est lu et interprété différemment selon la longue mémoire historique de chaque nation. Voilà. Et suivant qu'on croit que c'est Karl der Grosse ou Charlemagne, c'est un autre, complètement. Et elle a été le siège d'événements qui nous concernent tous. Par exemple, les guerres de religion. Nous sommes en pleine guerre de religion en ce moment. Il y avait ça. Et ces guerres de religion qui étaient à ce moment-là entre catholiques et protestants, elles se sont terminées après une guerre qui a duré 30 ans et qui a eu des millions et des millions et des millions de victimes par un très célèbre traité qui est le traité de Westphalie, qui est la fondation de l'Europe, où les religions se mettaient d'accord. En particulier où, justement, la succession catholique-protestant s'est organisée pacifiquement à Osnabrück. Bon, ça, c'est une des raisons qui m'ont intéressée, qui ont fait que j'écoute les voix d'Osnabrück. Mais finalement, ce qui m'intéresse, c'est de moi, en tant que personne, avec vous, avec mes amis, de prendre... Vous allez sur la place de la cathédrale et vous prenez la petite rue à droite, entre les très grands bâtiments d'époque. Et voilà. Et cette rue, c'est Hexengang. Hexengang, c'est l'allée des sorcières. Ce petite rue que ma mère prenait pour aller au lycée, que j'ai prise ensuite, toute petite, qui existe, qui n'a pas changé, dont les pavés existent depuis des centaines d'années, et qui mène directement à la Haas, à la rivière, dans laquelle on jetait les Hexen, les sorcières. Voilà. Alors quand on est à Osnabrück, d'abord on marche dans des rues absolument splendides. On marche sur les Stolpersteine, c'est-à-dire sur ces petits monuments, ces pavés de mémoire qui rappellent qu'ici, il y avait des Juifs qui ont été déportés. Et puis ensuite, on traverse la place, on prend la rue des sorcières et hop, on tombe sur la rivière et il y a plein de sorcières dedans. Voilà. Osnabrück, c'était aussi une capitale de sorcières, si je peux dire. Et très tardivement, on a des procès de sorcières en quantité que j'ai pu consulter parce que le travail d'archivage est fait dans cette ville. Et voilà. Alors, il se trouve que là se concentre, dans cette espèce de lieu absolument somptueux et de marmite terrible, tout ce qui a pu arriver, tout ce qui a pu nous arriver, à nous êtres humains, à travers des siècles et des siècles, dans une succession de guerres, de tentatives d'arrêter les guerres, de reprises autrement. Voilà. Alors, là, les Juifs, les sorcières, c'est que tout simplement la haine, la pulsion cruelle qui transporte les communautés humaines, elle s'est nourrie pendant des siècles et des siècles des Juifs. C'est eux qu'on pouvait exécuter. Puis, à un certain moment, alors, on se rend compte qu'il y a aussi les femmes. Alors, ça dépend des quantités, c'est des questions économiques. Bon, c'est-à-dire que tant qu'on peut s'en prendre à des boucs émissaires ou des chèvres émissaires, on a de quoi. Alors, j'ai consulté les archives et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je pouvais, par exemple, et donc je vis dans plusieurs siècles à la fois. Je peux être au 8e siècle et au 21e siècle en même temps, ou au 20e, et je peux dire à ma mère, et alors, est-ce que tu te rappelles de Frau Skipper ? Elle me dit, la couturière. Je dis, oui, la sorcière d'il y a des centaines d'années. Mais en fait, on se rend compte que l'histoire se répète, que chaque fois, il faut nourrir comme ça le monstre,
de victimes avec des protocoles extrêmement précis. Et pour vous dire à quel point, finalement, c'est à la fois l'histoire du monde, c'est aussi, et c'est pas du tout ce qui m'a guidée, parce que j'ai tout reçu d'un seul coup, c'est aussi d'une certaine manière l'histoire des femmes. C'est-à-dire que, par exemple, en prenant la rue des Sorcières, je n'y pensais pas particulièrement, entre les monuments monstrueux des églises et des cathédrales. Et puis, je prends une rue, et cette rue, c'est la rue Elfriede Stolz. Elfriede Stolz, je pense que personne ne sait qui c'est. Alors, donc, je m'explique. C'est une jeune femme qui a été décapitée en 1943 par les nazis. C'était la sœur de Erich Maria Remarque. Erich Maria Remarque, c'est le grand écrivain qui est né à Osnabrück, dont l'œuvre a été la première à être brûlée en autodafé par les nazis, mais qui s'est exilée précipitamment aux États-Unis. Sa sœur, brave petite couturière, restée, dénoncée par une voisine comme anti-nazie, parce qu'elle a dit « moi je ne crois pas qu'ils vont gagner la guerre ». Elle est arrêtée et décapitée. Et Remarque ne le sait pas, il l'apprend après la guerre. Et alors qu'est-ce qui se passe avec Elfriede Stolz qui est morte? Voilà. On l'a métamorphosée en rue. Et je me posais la question, je me disais, voyons, Remarque, qui n'est jamais revenu, jamais à Osnabrück, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et alors il serait passé par la rue Elfriede Stolz en disant, est-ce que je marche sur le corps de ma sœur, sur sa tête? Et pourquoi la décapitation? C'est une question qui nous revient aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive aujourd'hui est arrivé dans ce noyau foisonnant de métaphores et de signes qu'est cette petite ville, pleine de magie et d'horreur. Alors pourquoi la décapitation? Exactement comme on le voit dans Montaigne. Dans Montaigne, on coupe les gens en deux, et en particulier, on coupe la tête, à la fois parce qu'on enlève ce qui pense, ce qui est accusé d'avoir pensé, et puis ensuite ça fait 2 morts, comme le dit Montaigne. On meurt 2 fois. On est exécuté 2 fois. Les 2 corps vont séparément. Et voilà ce qu'on peut trouver dans le ravissant Osnabrück. Il y a la question des dates. Il est largement question de dates dans Ruines rangées, comme dans Lettres de fuite. Pourquoi cette obsession du temps? Mais le temps, c'est notre atmosphère. Nous vivons dans le temps qui souffle avec ses ouragans, ses brises, ces moments de calme. En fait, la météo, c'est une expression concrète de nos états d'âme. Et bien sûr que c'est ce qui préoccupe, qu'ils le sachent ou pas, qu'ils en fassent le sujet principal ou pas de leur œuvre, tous ceux qui écrivent. Quand on écrit à un certain moment. Or, l'œuvre ou le livre, le témoignage qui est en train de venir à la vie, comme le dit Stendhal, on écrit en 1830, on sera lu en 1935. Et nous sommes tous pris dans cette simultanéité de temps, à la fois passé, c'est un trésor, parce que les morts sont toujours là, ils sont au présent, et futur, à quoi nous devons penser. Et nous pensons très peu. Mais alors, justement, est-ce que la littérature est une manière d'échapper au temps, une forme de transport pour des époques où l'on est trop emprisonné? Je ne crois pas que ce soit échapper au temps, parce que je pense que l'honneur de la littérature, si on peut dire, c'est justement d'essayer de se mesurer au présent, ce qui est la chose la plus difficile à faire. Quand on se retourne, on peut avoir une perspective. Et après tout, le temps qui est passé ne peut pas se défendre. Il y a des archives, mais on peut aussi les déplacer, les interpréter. Donc moi, je pense que le défi de la littérature, c'est qu'elle doit, avec des outils magiques, de toute façon, prendre en charge, répondre aux inventions du temps. C'est-à-dire qu'elle est constamment donc défiée. Il faut qu'elle soit achronique, anachronique, multichronique. Il faut qu'elle arrive à faire le portrait, à faire le tableau, le portrait vivant de plusieurs époques à la fois, en se rendant compte qu'elle est
elle a de quoi, parce qu'elle a la langue, et que la langue peut parler en plusieurs temps à la fois. En français en particulier, où parfois, comme vous le savez, on peut dire quelque chose qui s'annonce comme futur au présent, etc. Voilà. Et ça suppose que la simultanéité, le rappel, opère en permanence grâce à la dimension poétique de la langue. C'est une manière aussi de rester, de garder les disparus, Hélène Cixous, la littérature, puisque vous parlez par exemple du deuil de votre père qui a disparu lorsque vous aviez 10 ans et vous dites « Je viens d'un mourir, je viens du mourir de mon père ». Oui, ça c'est ce qui m'est arrivé. Mais en même temps, je viens aussi du vivre et du survivre de combattante qui était ma mère, qui est morte à 103 ans. Et qui, voilà. Donc, nous avons affaire à toutes ces expériences. Je me dis aussi que notre chance, pour peu qu'on la saisisse, parce qu'il faut savoir, comme disait ma mère, sauter sur l'occasion, c'est que nous ne sommes pas simplement assignés à un temps, à une courte vie, ou comme disait toujours Derrida, que la vie est courte, qui serait, disons, d'un empan de 70, 80 ans pour mon père, même pas 40. Bon, mais que nous disposons des générations précédentes, pour peu justement qu'elles ne soient pas disparues, pour peu que nous les recevions, nous les écoutions et nous les rapportions plus loin. Justement, je voulais vous faire entendre la voix de Jacques Derrida, un ami très cher pour vous, Hélène Cixous. Mm-hmm. Ça passait à la fois par probablement un mimétisme, ce mouvement de mimétisme qui est celui des adolescents, mimétisme à l'égard des modèles, mais à l'égard de sa propre, narcissique, on se regarde beaucoup. Et donc, je crois que Rousseau, les rêveries, et Nietzsche étaient les deux gîtes d'une certaine manière. Et j'écrivais déjà, j'avais des carnets, des bouts de papier, des cahiers, etc. Alors, je tenais un journal, comme Gide. Et puis, dans la famille, il est probable que, mais cela mériterait alors de longues analyses ou psychanalyses, que dans la famille, je me repliais devant ce que je considère comme une sorte d'incompréhension, les parents, le frère, toutes sortes de sentiments compliqués que j'aimerais analyser plus longuement, et tenir son journal, écrire des poèmes dans son journal, c'était la réponse secrète et privée de l'enfant qui n'est pas entendu dans sa famille. Une forme de résistance. Une forme de résistance, de retrait. Là. Et dans ce journal, il y avait à la fois des confidences autobiographiques, comme on disait tout à l'heure, mais aussi déjà des commencements de petites dissertations sur Rousseau et Nietzsche. Comment réconcilier Rousseau et Nietzsche? Je me rappelle très bien ce débat en moi. J'admirais également l'un et l'autre. Je savais que Nietzsche, naturellement, était un critique impitoyable de Rousseau. Et sur le thème de la pitié, par exemple. Mais comment peut-on être nietzschéen et rousseauiste? Et je l'étais. J'étais l'un et l'autre. Donc tous ces modèles entraient en concurrence dans ce journal. Vous savez, mon rêve, puisqu'on parle de ça... le rêve qui ne m'a jamais quitté depuis ce moment-là, quoi que j'écrive, c'est d'écrire quelque chose qui est la forme d'un journal. Au fond, mon désir d'écrire, c'est celui d'une chronique exhaustive. La voix du philosophe Jacques Derrida, qui vous était très cher, Hélène Cixous, que vous inspire-t-elle cette voix et comment son rapport justement à l'écriture, à la littérature a contribué à façonner le vôtre et réciproquement? Alors, pour dire une chose toute simple, en l'écoutant, je me suis dit que c'était le familier même. D'abord parce qu'il a cette capacité justement d'être nu, tout en étant... tout en ayant la disposition d'une quantité extraordinaire de références, parce qu'il parle très directement de l'écart entre ses désirs,
sa personne et sa famille. Mais en même temps, il est immédiatement... c'est l'enfant qui parle, hein, là. C'est l'enfant qui reste en lui. Et, en même temps, il a une autre famille, et il a toujours eu une autre famille. Et cette famille, justement, qui lui est donnée, dès qu'il commence à lire et à penser, elle est immense et elle est extrêmement complexe. Alors, il peut y avoir effectivement, comme il le dit, la grande dispute entre Rousseau et Nietzsche, ou alors cette chose qui m'avait toujours surprise au début, quand je l'avais rencontré, quand il me disait que son idéal comme ça de jeunesse c'était Gide, j'en tombais par terre, parce que alors là, pour moi, pas du tout. Mais c'était très intéressant. Et donc, on voit là un être en formation richissime, c'est-à-dire recevant tout, les pauvretés, les richesses, les complications, les contradictions. Et déjà, là, on voit l'opération qui était en lui en permanence, qui était naturelle, et qui était l'opération de la déconstruction. Comment je peux mettre ensemble des incompatibles? Voilà. Et alors, ce qui s'est passé entre lui et moi, d'abord, on s'est rencontrés extrêmement tôt. Moi, j'avais 27 ans. Et il commençait, lui, à publier. Et moi, je commençais à écrire sans avoir... Lui, il publiait vraiment. Moi, je pensais que je déraillais. Voilà, c'est en fait lui qui m'a assuré, lorsqu'il a vu mes premiers textes, que je ne déraillais pas, que j'étais en littérature. Alors, attendez, parce que j'aimerais revenir à Gide qui vous séparait, parce que... Ça ne nous séparait pas, hein. C'était quand même... Parce que il y a donc dans votre écriture une écriture qui est tournée vers les femmes. Vous l'évoquiez, votre mère, les sorcières. Et on trouve chez Derrida un terme qui est le phallogocentrisme, qui est donc forgé à partir du phallocentrisme et du logocentrisme. Alors, ce n'est pas l'écriture masculine, mais on pourrait dire qu'aujourd'hui on parle de female gaze pour le regard féminin, et Derrida a plutôt essayé de voir quelle était la place du phallus, du signifiant transcendantal dans l'écriture occidentale. Par exemple, ça, qu'est-ce que ça provoquait en vous? Est-ce que vous vous disiez que, bon, là-dessus, il y avait divergence? Ah non, pas du tout, j'étais tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire, en fait, ça m'a beaucoup aidé, parce que ce travail, il fallait le faire. Il fallait déconstruire ce que, donc, empruntant le terme à Derrida, vous avez rappelé, c'est-à-dire ce qu'il appelait le phallogocentrisme, le fait que tout se rapporte au phallus qui est là au milieu. D'ailleurs, il suffit de regarder la scène politique, ce n'est que ça. C'est toujours ça. Et il ne s'agit que ça. Et même, puisqu'on a parlé de décapitation, avec ce que ça peut avoir de tragique, et c'est de ça aussi qu'il s'agit. C'est vraiment la mise à mort ou enfin un rapport fantasmatique à ce qu'on appelle le phallus, c'est-à-dire la sexualité masculine en tant que exerçant le pouvoir, en tant que... Voilà. Et le pouvoir de manière évidemment dominatrice et avec le mot de cap, de chef, qui est tout le temps là. Bon, donc pour moi, ça au contraire, parce qu'il n'était pas du tout phallocentrique, il ouvrait à tous les autres, toutes les altérités possibles, y compris dans ses lectures. C'est-à-dire que tous les philosophes qu'il a lus, c'était un lecteur aussi de philosophie, c'était quelqu'un qui harcelait de manière absolument géniale et éclairante, ou qui faisait apparaître les taches aveugles dans les philosophes, dans les grandes philosophies. Ce travail-là, j'aurais jamais voulu le faire, parce que c'était vraiment comme ça le grand travail de mise à nu, de démasquage de ce qui se cache dans la plupart des textes philosophiques. Et il était complètement ouvert à quelque chose d'autre, à quoi il était attentif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pouvait se parler. Alors moi, je n'étais pas non plus quelqu'un... Par exemple, je lisais pas les femmes à l'époque. Pourquoi je lisais pas les femmes? Parce qu'il n'y en avait presque pas.
Et d'ailleurs, je me posais des tas de questions. Je me disais, mais c'est pas possible. Je veux pouvoir parler de choses simples et vitales, et dont sont témoins et dont sont victimes, ou au contraire défenseuses, si je peux dire, les femmes. Et il n'y avait presque rien. Bon, mais alors, les femmes, je ne sais pas, moi, Yourcenar, je dis ça parce que vous avez obtenu le prix. C'était un homme, Yourcenar. Et quand même, on peut se le dire, c'est une femme qui était un homme, et dont les héros et dont les projections identificatoires, grand écrivain, c'était des hommes. Mais ça, c'est une chose... Je ne sais pas, dans Archives du Nord, elle raconte des histoires... Mais je ne dis pas ça de manière négative. Vous savez, il y a des femmes qui sont plus masculines, il y a des femmes qui sont habitées par des figures qui seraient de pères, de cousins, de grands-pères, voilà. Et d'autres... Moi, je sais que j'ai toujours été divisée ou multipliée. Parce que la force de mon père, qui était un homme classique, en fait, c'était un homme avec de l'autorité, elle est en moi, comme l'a été, au contraire, ma mère, qui était la femme même, si je peux dire, elle a choisi d'être dans le monde des femmes. Mais alors, qu'est-ce que ce serait, si ça existe pour vous, Hélène Cixous, une écriture féminine, dans ce cas-là, si celle de Yourcenar était une écriture masculine? Mais vous savez, quand je dis, c'est pas que c'est une écriture masculine, c'est que son fantasme et son intérêt, et sa puissance, et sa recherche, c'est un grand écrivain, elle est articulée autour de grandes figures masculines. Ce que moi, je trouve admirable, d'ailleurs. Hein, il en faut aussi. Voilà. Mais alors, que serait, par exemple... L'écriture féminine, d'abord, j'y crois pas. Ça m'énerve parce que je sais que ça vient de quelque chose qui est mal lu dans un texte que j'ai écrit en 1975 et qui est mondialisé. Et où je parle d'écriture féminine. Or, je l'ai mis entre guillemets pour dire, à ce moment-là, pour me servir de mots pour expliquer une certaine économie d'écriture qui est une économie qui n'est pas assignée à une forme classique, qui est fluide, qui joue avec les genres et qui se joue des genres. Et là, cette écriture-là, elle ne dépend pas du fait que c'est un homme ou une femme qui écrit. D'ailleurs, un grand écrivain, c'est un écrivain qui est évidemment multi-valant. Et ça a toujours été le cas. Les plus grands exemples, c'est quand même justement Shakespeare. Si vous prenez As You Like It, ou les autres pièces de Shakespeare, où vous ne savez pas du tout, où il y a des filles qui sont des garçons, qui deviennent des filles, qui jouent des femmes, qui deviennent des hommes, etc. On vous dit là, justement, que toutes les fermetures, les clôtures sautent en réalité. Mais alors, Hélène Cixous, là aussi, on dit bien souvent qu'à l'origine des études de genre, qui aujourd'hui occupent une place importante à l'université, il y a vos travaux. Est-ce que c'est une maternité que vous reconnaissez? Ah, bien sûr. Mais ça, c'est des questions d'époque. C'est-à-dire que, d'abord, il faut dire une chose, c'est que je suis passée, si je peux dire, au féminisme tardivement. Pourquoi ? Parce que d'abord, je suis arrivée d'un pays où je me disais que l'urgence était la question du racisme et de l'antisémitisme. C'est quand je suis arrivée en France, et que je suis devenue universitaire, que j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Et je me dis, et j'ai fini par mettre le mot misogyne, qui n'était pas en première ligne quand j'étais petite, parce qu'il y avait des urgences plus grandes. Donc j'ai commencé à y penser, et de toute façon je le sentais, puisque en littérature, comme je vous l'ai dit, je me sentais seule. Alors moi, mon petit copain et mon frère, c'était Kafka. Je l'adore, et je ne m'en passe pas. Mais je me disais, j'aimerais bien qu'il y ait une Kafka aussi, quand même. Ça serait intéressant. Mais non, voilà, bon. Donc, en fait, quand j'ai commencé quand je me suis dirigée vers la question, ou vers l'urgence du destin, du sort qui était fait aux femmes, en rejoignant les pionnières de ce qui ont commencé en 68. C'est-à-dire déjà, moi en 68, j'étais sur les barricades en tant qu'universitaire, pas en tant que femme. Dès que 68 s'est arrêté, je me suis retrouvée, il n'y avait que des collègues masculins, et ça sentait la misogynie partout. Et je me suis dit, alors tout le travail est à faire. Et ça a commencé comme ça. Hélène Cixous, on aurait encore beaucoup de choses à se dire, et on vous écouterait bien plus longuement, en ruine bien rangée. C'est une manière de continuer la conversation avec vous. C'est votre livre publié aux éditions Gallimard, et je vous propose de recevoir mes deux camarades qui viennent prolonger cette émission, Géraldine Mosna-Savoie et Hervé Gardette. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Hervé, de quoi allez-vous nous parler ? Je vais vous proposer une chronique encore plus autocentrée que d'habitude. Géraldine ?
faut-il se connaître pour bien se parler ? 8h46. France Culture, l'esprit d'ouverture. L'élection américaine, un enjeu mondial. Sur France Culture, dès le 26 octobre, une programmation exceptionnelle consacrée à l'événement. Reportages, rendez-vous de la rédaction de France Culture, magazines, toutes les disciplines au rendez-vous, documentaires et podcasts. Portrait des États-Unis d'aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle, et le 3 novembre, une nuit américaine, pour suivre en direct la progression et l'analyse du scrutin. L'élection américaine, un enjeu mondial, sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 8h47, la transition d'Hervé Gardette. Hervé, vous voulez nous raconter votre rencontre fortuite avec la sobriété? Oui, lorsque j'ai annoncé à mon fils que nous allions passer pendant quelques jours en mode décroissant, j'ai vu une petite lumière s'allumer dans ses yeux. Wesh, décroissant au lieu des biscottes, trop bien. Non, décroissant en un mot, on va réduire nos consommations. La petite lumière s'est aussitôt éteinte. Alors, comme souvent, davantage que par pure conviction, ce sont les circonstances qui m'ont conduit à imposer cette période de stress test à l'ensemble de la famille. En l'occurrence, suite à la perte de mon chargeur de téléphone. Je partais à Blois au rendez-vous de l'histoire et en conséquence, il a fallu que j'économise la batterie pendant près de 48 heures. Vous savez que le mode économie d'énergie maximale empêche l'accès aux différentes applications téléchargées sur le smartphone, ne plus pouvoir consulter ses mails et autres messages à tout moment, un calvaire autant qu'une libération. Au risque de réinventer l'eau chaude, je dois dire que cette courte expérience m'a éclairé sur un point, mon degré d'addiction aux outils numériques. Il se trouve que la même semaine, ma télévision est tombée en panne. Oui, je travaille à France Culture et j'ai une télévision en panne en même temps que ma connexion Wi-Fi. Problème de fibre optique, plus d'internet, plus de Michel Drucker. Quand on avait votre âge avec votre mère, on s'en passait très bien. Alors mère, justement, a eu la curieuse idée de faire appel à une nutritionniste pour nous apprendre à bien manger. Il est vrai que je viens d'une famille où les légumes étaient toujours proposés en option et où ils prenaient le plus souvent la forme de nouilles ou de patates. La charcuterie faisait office de dessert et donc rééducation. Première leçon, on ne mélange pas les aliments à digestion rapide avec les aliments à digestion lente. Deuxième leçon, on mâche, on remâche et on remâche encore une bonne dizaine de fois avant de déglutir, ce qui a pour effet d'accélérer le sentiment de satiété et donc d'agir comme un coupe-faim. La mastication, une véritable école de la sobriété. Alors, si je vous dis que j'ai attendu jusqu'aux vacances de la Toussaint pour remettre le chauffage en marche, et si je vous dis que ma chaudière à gaz a obstinément refusé de redémarrer, et ce, au moment où les températures étaient au plus bas, vous allez me dire que j'en rajoute uniquement pour alimenter cette chronique. Eh bien, c'est pourtant vrai. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, mener ce genre d'expérience radicale avec 2 adolescents à la maison nécessite une certaine force de caractère, une bonne dose de persuasion, lesquelles me font cruellement défaut. J'ai donc emprunté à Géraldine Mosna-Savoie sa méthode et suis allé chercher dans la philosophie des éléments de réflexion susceptibles d'alimenter ma pédagogie de la sobriété. Et il se trouve que le think tank La Fabrique écologique a publié au mois de septembre une note fort intéressante sur le sujet intitulée « Repenser notre rapport à la sobriété ». L'auteur de la note y fait appel à quelques grands penseurs pour nourrir sa démonstration, tel Sénèque, pour qui la pauvreté peut aussi se changer en richesse grâce à la frugalité. Ou encore saint Thomas d'Aquin, qui dit ceci à propos du vin: son usage est affaire de modération. La sobriété n'est pas abstinence, c'est la mesure de cette boisson délicieuse. Et plus largement la philosophie grecque, selon laquelle la sobriété par tempérance ou par simplicité est une valeur individuelle essentielle puisqu'elle porte les germes de la sagesse. Alors autant vous dire que sortir de telles phrases au moment du repas, surtout lorsque celui-ci consiste en une purée de boulgour et des brocolis cuits vapeur, ça ne fonctionne pas. Cela dit, l'expérience touche à sa fin. Ma chaudière fonctionne à nouveau, la connexion Wi-Fi a été rétablie, j'ai acheté un nouveau chargeur de téléphone et dès que je peux, je retourne dîner chez mes parents. Merci beaucoup Hervé Gardette. J'aimerais beaucoup connaître le sens du mot sobriété pour vous, Hélène Sixou. Est-ce que c'est un terme qui vous est cher? Est-ce que ça vous parle? Je ne l'aurais pas utilisé, mais je l'aime beaucoup et je pense que ma mère était la sobriété même. Mais j'ai toujours pensé, bien sûr, que c'était aussi en rapport avec l'expérience historique. C'est une enfant de la Première Guerre mondiale. Il n'y avait rien à manger. Ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait rien à manger. Mais je pense que je comprends parfaitement vos enfants. Parce que revenir en arrière, ce n'est pas évident. Il vaut mieux commencer.
Mais d'un autre côté, je pense aussi que s'il y a sobriété, moi je suis sobre de toute façon, si on peut dire, concernant justement les régimes, mais ça ne veut pas dire qu'on se prive, c'est qu'on trouve évidemment d'autres sujets de satisfaction et d'enivrement, mais je ne suis pas sobre, et je me suis toujours dit je suis une droguée par exemple. Je ne suis pas sobre parce que je lis énormément, et bien sûr qu'il y a un déplacement du besoin, de l'appétit. Et cet appétit, chez moi, il s'adresse à l'esprit. Et je peux vous dire une chose, c'est que ça satisfait le corps aussi.